Bonjour à tous, je m'appelle Steven Knafo, vous êtes en D2, donc on n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble. On va attaquer aujourd'hui des dossiers de neurologie. Comme vous êtes encore au début de votre préparation, on va essayer de ne pas faire des cas trop transversaux, mais plus d'axer sur vraiment la compréhension de la sémiologie des symptômes et aussi surtout sur la façon de rédiger les réponses. Vous allez voir tout au long de votre préparation des ECN qu'on a une méthode pour répondre aux cas cliniques. Cette méthode, c'est la même quelle que soit la matière et l'objet du cas clinique. On va essayer aujourd'hui d'acquérir les bons réflexes pour que dès le début de votre préparation, vous sachiez répondre de façon efficace et en conséquence apprendre sans avoir à revenir à chaque fois en arrière pour vraiment rédiger de façon utile et gagner le plus de points lors de vos dossiers. Donc on va faire des dossiers qui sont vraiment assez monothématiques sur un ou deux items à chaque fois. Et on va à chaque fois essayer de revenir, surtout en neurologie, c'est important, sur la physiopathologie, sur la façon de localiser les signes, les syndromes et sur les plans de réponse et les méthodes de rédaction de ces cas cliniques. Alors on va commencer avec un premier dossier. Alors à chaque fois, on va lire ensemble l'énoncé. Moi, je vais souligner et mettre en avant les termes qui me semblent importants et à vous ensuite de faire ce travail chez vous à chaque fois que vous lisez un cas clinique. Donc on commence comme toujours, ce qui est important c'est où vous êtes, qui vous êtes. Vous êtes généraliste et vous êtes en ville. Ça c'est très important de le noter dès le début parce que ça veut dire que si jamais il faut hospitaliser votre patient, il va falloir le transférer aux urgences. Il va falloir par exemple demander un SAMU, il va falloir faire une lettre, etc. Et toujours, la première chose que vous devez noter, c'est à qui vous avez affaire. Ici, vous avez affaire à une femme âgée. D'accord? Et elle est amenée par son mari. Toujours important la présentation. Quand ce n'est pas un patient qui vient de lui-même, en général, ça veut dire quelque chose. Ça veut par exemple dire qu'il n'a pas conscience de ses troubles. Et le motif de consultation, toujours est à l'esprit. Quand quelqu'un vient, s'il vient pour quelque chose, c'est ça qu'il faut prendre en charge en premier lieu, même si le cas clinique après vous emmène sur d'autres chemins. Donc c'est son mari qui parle pour Madame B et il vous dit qu'elle a des troubles du comportement, un comportement étrange. Elle se trompe d'immeuble en voulant rentrer chez elle, c'est-à-dire qu'elle est un peu, on va voir, mais probablement désorientée. Elle oublie, donc elle a des troubles de la mémoire, des ingrédients alors qu'elle faisait si bien la cuisine autrefois, ça veut simplement dire qu'elle oublie au fur et à mesure, elle n'a pas de troubles de la mémoire ancienne, mais elle a des troubles des choses qu'il faut garder en mémoire pour réaliser des tâches. Et ça date d'environ 1 an. Toujours, c'est très important, vous allez le noter au fur et à mesure de votre préparation. Il faut avoir à l'idée l'anamnèse précise. Ce n'est pas pareil un trouble qui évolue depuis un jour, une semaine, un mois ou un an. Donc là, c'est une évolution qui est chronique et probablement progressive. Et de plus que ces troubles de la mémoire, que ces troubles de l'orientation, elle a du mal à parler, à trouver les mots. Elle ne se plaint de rien, ce qui explique bien qu'elle ait été amenée par son mari et pas de son propre chef, et ne comprend pas ce qu'elle fait ici. On verra tout à l'heure ce que c'est. Elle a de plus en plus de mal à prendre ses cachets pour l'hypertension artérielle et le diabète. Là encore, c'est important. Elle a du mal à réaliser les tâches. Et en même temps, on vous donne du coup ses antécédents. HTA, diabète, vous le savez, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires. Et on vous dit que l'examen neurologique physique, l'examen physique, par ailleurs, est normal. Donc si on synthétise un peu cet énoncé, vous êtes médecin traitant en ville, vous voyez une femme âgée, elle est désorientée, des troubles de la mémoire, des troubles de la réalisation des tâches, elle a pour antécédent un diabète et de l'hypertension artérielle, donc elle a probablement des facteurs de risque cardiovasculaires. Et la première question qu'on va vous poser, c'est quels symptômes reconnaissez-vous dans cette observation ? Donc c'est vraiment une question un peu de débrouillage au début, mais vous n'aurez pas ce genre de questions probablement aux ECN, mais puisque vous êtes en D2, on fait le point sur la sémiologie, surtout en neurologie, c'est fondamental. Et donc, si vous avez bien fait la lecture analytique de l'énoncé, vous n'aurez pas de mal à lister les symptômes. Et à chaque fois, c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on vous demande de justifier un diagnostic, il faut absolument vraiment utiliser chaque mot de l'énoncé et traduire de mots entre guillemets français, pour tout le monde, en termes médicaux, en mots-clés pour les ECN qui vous permettent ensuite de les associer, de les grouper sous forme de syndrome et donc arriver à un diagnostic. C'est vraiment ça la gymnastique intellectuelle qu'il faut faire. Et donc on avait ici
des mots et on en déduit des symptômes. Les symptômes sont lesquels? C'est désorientation, et elle est spatiale. Et vous savez, il y a des orientations temporelles, ne plus savoir quel jour on est, quel mois on est, quelle année on est. Et il y a des orientations spatiales, c'est ici par exemple Madame B qui n'arrive plus à retrouver son appartement. Il y a des troubles de la mémoire, ça s'appelle une amnésie. Et vous savez, dans les amnésies, il y a les amnésies rétrogrades et les amnésies antérogrades. Rétrograde, ça veut dire qu'on a du mal à se rappeler les souvenirs anciens. Par exemple, comment on s'appelle, où on est né, choses comme ça. Et les amnésies antérogrades, c'est qu'on a du mal à encoder on s'appelle les troubles de l'encodage, on a du mal à se rappeler des détails récents. Par exemple, on vous donne un numéro de téléphone, hop, vous l'oubliez tout de suite. Vous voulez, comme par exemple pour Madame B, ajouter un ingrédient et vous oubliez lequel il fallait que vous ajoutiez. Anosognosie. Gnosie, c'est des troubles de la reconnaissance. Anosognosie, ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas, noso, sa propre maladie. C'est ce qu'on disait lorsque je vous disais qu'elle a été amenée par son mari. Elle n'a pas conscience de ses troubles, elle dit que tout va bien. Elle est donc anosognosique. Apraxie, c'est le trouble de la réalisation de certaines tâches. Idéatoire, ça veut dire que c'est une apraxie des tâches abstraites. D'accord? Ici, c'est par exemple arriver à prendre ses médicaments. Et enfin, les troubles de la parole, elle dit qu'elle a du mal à trouver ses mots, ça s'appelle donc une aphasie. Vous savez bien qu'il y a deux types, grands types, on va dire en fait d'aphasie, l'aphasie dite de Broca, où on a du mal à former les mots, à articuler, et l'aphasie de Wernicke, où au contraire on parle, c'est une aphasie dite fluente, on parle beaucoup, mais on a du mal à comprendre et on a une sorte de jargon qui ne veut rien dire. Ici, c'est un type de manque d'humour. En fait, vous voyez, souvent les aphasies sortent un peu de ces deux grands cadres, Broca, Wernicke, et il y a plein de types d'aphasies différentes en réalité. D'accord? Donc ça, ce sont les symptômes de Madame B. Et de ces symptômes, il faut les grouper sous forme de syndrome. Il faut vraiment faire la distinction en neurologie, mais finalement dans toutes les matières, quel que soit l'item en question. Vous avez dans l'énoncé souvent des mots qui sont des mots en français courant. Vous les traduisez en symptômes, en termes médicaux, puis vous les groupez sous forme de syndromes, et de ces syndromes-là, vous en déduisez une liste d'étiologies de causes possibles. Ici, quel est votre diagnostic syndromique justifié? Donc on vous demande le syndrome dont souffre Madame B. Ce syndrome s'appelle un syndrome démentiel, d'accord? C'est pas pareil qu'une maladie d'Alzheimer. Une maladie d'Alzheimer, c'est une des causes d'un syndrome démentiel, mais vous allez voir, il y en a plein d'autres. Et il faut vraiment faire la distinction entre une démence et une maladie d'Alzheimer, qui est une cause de démence. Les arguments en faveur, je vous ai marqué ici le critère DSM-4. Le DSM, c'est si vous voulez, le livre avec l'ensemble des critères diagnostiques des maladies psychiatriques qui sont édités par le Collège américain de psychiatrie et qui en fait fait référence un peu partout, même en France. Tous les critères ne sont pas forcément à connaître pour les ECN, mais ça vous donne des balises, des repères pour savoir ce qui est plus ou moins important. Ici, ce qui est important, c'est déjà qu'on a un terrain qui est compatible. On n'a pas une maladie d'Alzheimer à 30 ans a priori. Elle a plus de 65 ans, donc c'est compatible. Les facteurs de risque cardiovasculaires, on verra qu'après, c'est un facteur de risque pas de maladie d'Alzheimer, mais d'un autre type de cause de démence. L'évolution chronique, c'est essentiel. C'est une évolution qui est supérieure à 6 mois, ici ça fait 1 an, et elle est surtout progressive et continue. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain. Elle s'est aggravée petit à petit sur 1 an. Les différents déficits cognitifs, on les a listés tout à l'heure lorsqu'on a donné les différents symptômes. Agnosie, aphasie, amnésie, désorientation, apraxie et troubles dits exécutifs. Ces 6 déficits cognitifs sont en fait des symptômes que vous avez groupés ensemble pour aboutir à votre syndrome. Ce qui est très important, et vous allez prendre l'habitude, j'espère à partir de maintenant, de toujours les noter, ce sont les signes négatifs. Vous savez que dans l'item 63, qui est l'item de démence, c'est démence, mais aussi syndrome confusionnel ou dépression. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous aboutissez à un diagnostic dit positif, c'est-à-dire celui de la maladie, il faut que du coup vous aussi enregistriez dans votre tête les signes en défaveur des diagnostics différentiels. Ici, en l'occurrence, un diagnostic différentiel de syndrome démentiel, c'est syndrome confusionnel. Et là, vous voyez, il n'y a pas de syndrome confusionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trouble de la vigilance, il n'y a pas d'évolution fluctuante, etc. Et toujours en psychiatrie ou en neurologie, ou même de façon générale, notez le retentissement, c'est important.
ça veut dire que le patient souffre, il faut prendre en charge. L'argument de fréquence, là encore, pas le mettre à tort et à travers, mais une maladie, un syndrome démentiel, c'est quand même quelque chose de fréquent à 75 ans lorsqu'on commence à avoir des troubles cognitifs. D'accord ? Donc le diagnostic syndromique, c'est le syndrome démentiel, excusez-moi. Et justement, on va voir maintenant les deux étiologies les plus probables chez cette patiente. Donc des étiologies, ça veut dire cause, c'est-à-dire quelles sont les causes de syndrome démentiel qu'on peut évoquer chez cette patiente. Et en fait, il y en a plein des causes de syndrome démentiel. Ici, les deux causes qu'on va évoquer, qui sont d'ailleurs les causes les plus fréquentes de démence, c'est d'une part la maladie d'Alzheimer, d'autre part ce qu'on appelle la démence vasculaire. Maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Il faut savoir que c'est un diagnostic histologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le diagnostic à coup sûr de maladie d'Alzheimer tant qu'on n'a pas, entre guillemets, analysé le cerveau, c'est-à-dire que le patient est décédé. Donc pour l'instant, pour vous, c'est un diagnostic clinique sur un faisceau d'arguments, mais vous ne pouvez pas dire à coup sûr c'est une maladie d'Alzheimer. La démence vasculaire, c'est quoi ? C'est à force en fait de faire des petits accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques, par exemple, vous savez ce qu'on appelle les lacunes ou les leucopathies vasculaires, c'est-à-dire qu'on a plein de petits hématomes qui passent inaperçus d'un point de vue clinique. Le patient n'a pas forcément une hémiplégie ou chose comme ça, mais au fur et à mesure, ça va participer au déclin cognitif de la patiente, parce qu'il va y avoir plein de petits trous dans son cerveau, et du coup, il va moins bien fonctionner, et on peut aboutir à un syndrome dit démentiel. L'argument de fréquence, je vous l'ai dit, ce sont les deux causes les plus fréquentes de syndrome démentiel. En faveur de la démence vasculaire, on a évidemment, comme on a dit tout à l'heure, noté toujours les antécédents. Elle est diabétique, elle est hypertendue, c'est important. L'évolution lentement progressive aussi, c'est important pour donner la cause. Ce sont ces deux causes-là des syndromes démentiels qui évoluent vraiment lentement, ici sur plusieurs années. Si on a par exemple d'autres causes comme la démence à corps de Lewy ou une hypothyroïdie ou des choses comme ça évolue pas de la même façon. Et enfin, et ça c'est toujours important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de noter les signes négatifs. Si vous avez un examen neurologique qui est normal, c'est un argument de plus pour une maladie d'Alzheimer, pas forcément pour une démence vasculaire, parce que si elle a fait des AVC, elle peut avoir des séquelles de ces AVC antérieurs, mais comme je vous l'ai dit, ce sont plein de petits en fait, AVC qui passent inaperçus. Donc, ce sont les deux causes les plus probables de syndrome démentiel. Il y en a d'autres, il faut les connaître, notamment ce qu'on appelle les causes curables, comme l'hydrocéphalie à pression normale, l'hypothyroïdie, tout ça. Mais vraiment, ayez en tête qu'un syndrome démentiel, c'est d'abord soit une démence d'Alzheimer, soit une démence vasculaire, et après, les autres causes qu'il faudra rechercher. Et justement, comment on va essayer de rechercher ces causes? C'est en prescrivant un bilan paraclinique. Et pour vous, le bilan, cette question-là du bilan des examens complémentaires qu'il faut prescrire devant un syndrome démentiel, elle est facile. Elle est facile parce qu'il y a des recommandations, qui sont des recommandations nationales émises par la Haute Autorité de Santé, qu'il faut à partir de maintenant que vous consultiez très régulièrement, parce que c'est vraiment la seule source certaine des réponses que vous allez pouvoir donner aux ECN. C'est-à-dire qu'il y a une recommandation nationale qui dit devant une démence, il faut prescrire ces examens-là. Vous êtes sûr que le jour des ECN, c'est ces éléments de réponse-là qui seront dans la grille de notation rédigée par le jury. Concernant le bilan paraclinique en première intention, la recommandation elle date de la Haute Autorité de Santé 2008 et elle vous dit qu'il faut faire d'abord un examen d'imagerie. Cet examen d'imagerie cérébrale, ce n'est pas un scanner, c'est une IRM. C'est une IRM pourquoi? Parce qu'on cherche à voir plusieurs choses. On peut voir un hématome sous-dural chronique, on peut voir des séquelles ischémiques d'AVC, par exemple pour une démence vasculaire. On peut voir aussi, par exemple, une hydrocéphalie à pression normale avec une dilatation ventriculaire ou même une tumeur cérébrale qui donnerait un pseudo-syndrome démentiel. Et dans le bilan biologique, il faut penser un peu à qu'est-ce qu'on recherche. On recherche par exemple une hypothyroïdie, alors on va demander une TSH. On veut savoir s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Du coup, on va demander une glycémie, une créatinine, etc. Et par exemple, on veut savoir, il y a des carences vitaminiques qui donnent des troubles cognitifs, par exemple en B9, en B12. Pareil, sérologie VIH, sérologie syphilis, c'est beaucoup plus rare.
mais en fait, c'est selon le contexte, ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'ici, ça vaut moins de points que le bilan biologique systématique. Donc vraiment réfléchissez à chaque fois que vous prescrivez un bilan paraclinique, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous en attendez. C'est ça vraiment qui doit guider. Ne dites jamais « je prescris ça ». Vous dites « je recherche ça, donc je prescris cet examen ». C'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. C'est la seule façon d'avoir les points et de comprendre et de montrer au correcteur que vous avez compris ce que vous faites. Alors on avance. Quelle thérapeutique non médicamenteuse pouvez-vous mettre en place? Ça, c'est vraiment une question importante parce que dans le syndrome démentiel ou la maladie d'Alzheimer, le traitement, avant tout, il n'est pas médicamenteux. Il y a des traitements non médicamenteux, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une prescription de médicaments pour soigner. Vous savez que les différents médicaments, que ce soit les anticholinésterasiques ou les agonistes dopaminergiques, ne sont pas des médicaments miracles, ça ne marche pas souvent, ça marche à peu près 50% des cas et ça marche de façon modeste. Donc il y a plein de thérapeutiques non médicamenteuses qui vont être utiles aux patientes, c'est celles-ci qu'il faut que vous connaissiez. Alors à chaque fois, quand vous rédigez, il faut prendre l'habitude de préciser comment vous prenez en charge votre patient. Est-ce que vous l'hospitalisez? Est-ce que vous le prenez en charge seul, avec des confrères, lesquels, etc. Lorsqu'on a une maladie chronique, comme la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas la syndrome démentiel, ce qui est important, c'est de dire que vous ne le prenez pas en charge tout seul. Ça va être plusieurs personnes. Pour les troubles de la parole, il faudra un orthophoniste. S'il y a des troubles psychiatriques associés, un psychiatre. Il faudra un neurologue pour prescrire les médicaments s'il faut prescrire, etc. Et ce qui est important, c'est que vous, si vous êtes le médecin généraliste, c'est vous qui allez coordonner tout ce petit monde et vous allez le faire dans ce qu'on appelle un réseau de soins, c'est-à-dire au sein d'une association qui regroupe plusieurs intervenants de santé qui ont l'habitude de travailler ensemble. Dans un syndrome démentiel, ce qui est important, c'est de maintenir une certaine activité. Il ne faut pas laisser le patient se grabatiser dans une maison de retraite tout seul. Ce qui est très important, et c'est pour ça qu'ici ça vaut le plus de points, c'est de rééduquer, de faire marcher, de faire bouger votre patient, de le faire parler avec une orthophoniste. C'est ça qui va essayer de maintenir, ça ne va pas le guérir, mais ça va essayer de ralentir la progression du syndrome démentiel. De même, les interventions cognitives, il y en a plein, elles sont plus ou moins expérimentales, il n'empêche que c'est ça qui va faire en sorte que votre patient enraye un peu son déclin cognitif. Hormis ces mesures non médicamenteuses, ce qui est aussi très important de connaître, et vous allez savoir au DCN, ce n'est pas tout dans les prescriptions, les médicaments, c'est beaucoup aussi dans comment je prends en charge, parce que c'est vraiment ça qui compte pour le patient, où je le prends en charge, quelles sont les mesures non médicamenteuses, quelles sont les mesures sociales. Ici, on vous demande les mesures sociales associées qu'il faut absolument adjoindre à votre traitement. En effet, vous avez un patient qui est dans votre cabinet de médecine générale, vous diagnostiquez un syndrome démentiel, vous faites le bilan, vous dites c'est très probablement une maladie d'Alzheimer. Je prescris des mesures non médicamenteuses en première intention et puis aussi j'initie des mesures sociales pour accompagner le patient et sa famille dans la maladie. La première chose, c'est que s'il n'est plus responsable, il faut faire ce qu'on appelle une mise sous tutelle ou une mise sous curatelle. On va désigner quelqu'un, on va le faire passer devant un juge des tutelles, etc. Il y a un item particulier, c'est l'item 9 là-dessus. Et il faut que vous sachiez comment on demande une curatelle, une tutelle, etc. Pareil, c'est une maladie dite d'affection longue durée, ALD. Il y en a une trentaine, il faut les connaître. Il faut demander une prise en charge à 100% qui permet au patient de se faire rembourser l'intégralité des sommes engagées pour ses soins. Un autre mot-clé essentiel dans le syndrome démentiel, ça va être le maintien à domicile. Le patient, il faut absolument le laisser dans son élément entre guillemets naturel, avec sa famille, ses proches, on sait que ça aide les patients à ne pas décliner trop rapidement. Pour ça, on peut demander par exemple une allocation personnalisée pour l'autonomie qui va donner par exemple des moyens tels qu'une auxiliaire de vie, une aide ménagère, etc. Il ne faut pas oublier non plus l'aidant. Ici, c'est Monsieur B qui amène sa femme. Probablement que sa femme va continuer à décliner sur le plan cognitif. Il faudra penser à ménager Monsieur B qui est lui-même probablement un peu âgé et lui expliquer l'évolution, comment ça va se passer, tout ça. Et enfin, la surveillance. Souvent, on marque surveillance comme ça, mais dans une maladie chronique, vous allez prendre
au long cours, sur plusieurs années, vous allez revoir Madame B, etc. Il faut savoir comment vous allez la surveiller, comment vous allez voir comment la maladie évolue et ce que vous pourrez initier comme nouvelle thérapeutique, médicamenteuse ou non. Donc, on l'a dit, cette surveillance, elle se fait au sein d'un réseau de soins avec plusieurs intervenants. Ces intervenants, c'est d'abord vous, le médecin traitant. Vous voyez votre patient régulièrement, par exemple tous les 3 mois, et vous prenez les choses simples, c'est-à-dire est-ce qu'elle a besoin d'aide sociale en plus, est-ce qu'elle suit bien les différentes prescriptions que vous avez faites, et pas oublier son état général, comment elle mange, etc. Après, il faut savoir qu'on l'a dit, c'est une surveillance qui est pluridisciplinaire. À peu près tous les 6 mois, elle voit vos collègues. Elle a des troubles de la parole, il faut qu'elle voie l'orthophoniste. Si elle a, par exemple, besoin d'un soutien psychologique, il faut qu'elle voie le psychologue. Si elle a une prescription de médicaments comme des anticholinésterasiques, il faut qu'elle voie le neurologue. Et enfin, à peu près une fois par an, il faut justement qu'on voit le spécialiste de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le neurologue en général, qui va réévaluer la situation et, si besoin, modifier les prescriptions. Donc, au final, sur ce premier dossier de neurologie de D2, vous avez vu, c'est un dossier qui est assez simple, qui est monothématique sur le syndrome démentiel. L'objectif, c'était vraiment d'abord de connaître la gymnastique intellectuelle qu'on vous demande lorsque vous lisez un énoncé pour un cas clinique. À vous de mettre en évidence les mots qui vous semblent importants dans l'énoncé, d'en déduire des symptômes médicaux, ces symptômes de les grouper sous forme de syndrome, d'en déduire des étiologies possibles, prescrire le bilan pour essayer d'éliminer ou de confirmer certaines de ces étiologies pour aboutir à un diagnostic. C'est ça qu'on fait en médecine, en pratique. S'il y a des recommandations, c'est important que vous sachiez qu'elles existent, il faut les lire et c'est vraiment votre meilleure source d'information, la plus fiable en tout cas. Elle est opposable, on ne pourra pas la contester. Pareil, lorsque vous faites des réponses, il faut avoir des plans de réponse. Vous ne pouvez pas démarrer une réponse sans savoir ce que vous allez mettre dessus. Il faut qu'elle soit organisée de façon à ce que le correcteur suive facilement votre réponse et par conséquent vous donne tous les mots. Et puis dans votre tête, c'est une façon aussi d'organiser vos connaissances et de les restituer de façon efficace sans rien oublier. Ne pas oublier qu'un diagnostic peut être positif, c'est-à-dire de quelle maladie il s'agit, et peut-être étiologique, c'est-à-dire quelle est la cause de cette maladie. Ici, le diagnostic positif, c'est un diagnostic syndromique de syndrome démentiel. Le diagnostic étiologique, les hypothèses qu'on avait, c'était une démence vasculaire ou une démence d'Alzheimer. D'accord ? Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, je vous l'ai dit, il est clinique, parce qu'en fait, le seul diagnostic de certitude, il provient des coupes histologiques. On ne va pas tuer les patients pour savoir s'ils ont une maladie d'Alzheimer. Donc pour vous, le diagnostic, il est clinique. Et le traitement, en revanche, il n'est pas médicamenteux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas médical, ça veut dire qu'on ne va pas prescrire en première intention un traitement médicamenteux, ou si on le prescrit parce que la maladie est déjà bien avancée, on ne va pas en attendre des miracles. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut compléter, et c'est finalement les mesures non médicamenteuses qui vont probablement être le plus utiles aux patients. Donc, essentiellement, un dossier centré sur l'item 63, et je vous l'ai marqué tout à l'heure, dans l'intitulé, il y a confusion, dépression, démence. C'est-à-dire que pour conclure une démence, il faudra éliminer les deux diagnostics différentiels que sont confusion et dépression. Voilà pour ce premier dossier.